Eh bien, le Parlement européen, en fait, à la Hongrie, lui reproche absolument tout, y compris, par exemple, des choses extrêmement grotesques, et par exemple l'antisémitisme. Et ce n'est pas un problème pour quelqu'un de se promener avec une kippa sur la tête. C'est un problème à Paris, c'est pas absolument pas un problème à Budapest, absolument pas. Au contraire. Une nouvelle procédure a été déclenchée par la Commission européenne à l'encontre de la Hongrie fin avril 2022. Une nouvelle procédure de sanctions dénoncée par le gouvernement hongrois comme particulièrement injuste et surtout très politique. Alors que la majorité conservatrice hongroise a été réélue assez largement en avril 2022 et que l'unité européenne contre la Russie serait souhaitable, Viktor Orban voit cette menace de sanctions comme une attaque contre la démocratie hongroise. Alors quelles sont les sanctions qui s'appliquent déjà à la Hongrie ? Pourquoi est-elle sanctionnée par l'Union européenne ? Et que risque-t-elle encore de plus ? Des questions que je poserai ce soir à un ancien fonctionnaire européen, Rodrigo Ballester. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Rodrigo Ballester. Bonsoir, merci à vous. Vous êtes ancien fonctionnaire européen et aujourd'hui directeur du Centre d'études européennes du Matthias Corvinus Collegium, le MCC, à Budapest, et aussi professeur invité en France à Sciences Po Paris sur le campus de Dijon. Alors avant de parler des sanctions, j'aimerais qu'on fasse un petit détour par l'actualité ukrainienne. La Hongrie a une frontière avec l'Ukraine et a donc dû gérer les flux migratoires. C'est d'ailleurs un des arguments invoqués par la Hongrie pour obtenir une certaine clémence des autorités bruxelloises. Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement la situation liée à la guerre en Hongrie ? Est-ce qu'il y a beaucoup de réfugiés ? Comment ça se passe avec les réfugiés ukrainiens en Hongrie ? Oui, encore une fois, bonsoir. Et si je puis me permettre aussi de préciser, donc je suis espagnol, mais j'ai eu la chance et le privilège de passer une enfance en Alsace, à Strasbourg. Donc je suis extrêmement content d'être ici avec vous. Alors, en ce qui concerne la situation des réfugiés, oui, c'est quand même un pays qui est très très affecté par la guerre, parce que vous avez une frontière entre la Hongrie et l'Ukraine, et pour l'instant, selon les chiffres officiels, plus ou moins entre 500 et 600 000 réfugiés ukrainiens sont passés par la Hongrie. Alors tous ne restent pas, surtout depuis l'application d'une directive européenne qui permet à ces réfugiés ukrainiens de bouger dans le territoire de l'Union européenne de manière assez libre, mais certains, bien sûr, que au moins une bonne centaine de milliers est resté, et surtout l'accueil a été assuré depuis la première minute dans des conditions extrêmement généreuses, donc dans la société civile, que le gouvernement a directement ouvert ses portes et a permis donc à ces réfugiés d'être accueillis, vraiment avec un élan de solidarité unique. En fait, la Hongrie en ce moment a lancé l'opération humanitaire la plus large et la plus grande de son histoire en Ukraine. Donc, c'est-à-dire que de ce point de vue-là, ils ont vraiment pris le problème à bras-le-corps. Alors, j'en viens à cette dépêche de l'AFP du 27 avril 2022, qui est très brève, donc que je cite. La Commission européenne a déclenché ce mercredi une procédure contre la Hongrie qui peut aboutir à une suspension ou une réduction de certains fonds de l'Union européenne en raison d'inquiétudes liées à la passation des marchés publics. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette dépêche ? Oui, je peux même vous en dire beaucoup plus et surtout la mettre dans le contexte. C'est un sujet qui est juridiquement et politiquement assez complexe. En fait, je dirais pas que c'est une vieille histoire, mais peut-être que les auditeurs se souviennent que lors de l'adoption, si vous voulez, du budget de l'Union européenne, ce qu'on appelle les perspectives financières, etc., il y a plus ou moins un an, pendant 2-3 mois, la Hongrie et la Pologne avaient bloqué ces négociations, justement sur cette question-là. Donc, on était juste à la fin plutôt en pleine crise du Covid, et donc l'Union européenne était allée pour la première fois de son histoire sur les marchés pour s'endetter, pour ce qui était vraiment un pas historique, pour justement avoir un fonds de relance Covid, le plan de relance, pour permettre à chaque État membre justement de pouvoir relancer son économie après cette énorme crise économique, pas seulement sanitaire, mais également économique. Alors, la Hongrie et la Pologne n'étaient pas forcément demandeurs de cet argent-là, mais vu que d'autres États membres, surtout les États du Sud, en avaient besoin, ils ont dit OK. Ils ont donc marqué leur accord. Mais le Parlement européen, qui est une institution qui a vraiment un biais anti-polonais et anti-hongrois très très marqué, ils n'arrêtent pas de faire des débats là-dessus, et bien avait également réclamé un règlement, ce qu'on appelle de conditionnalité, c'est-à-dire qu'on va conditionner le versement des fonds européens
Mhm. à des critères de l'état de droit. Ce qui en soi peut être louable, mais après c'était un règlement aussi qui laissait quelques zones d'ombre, etc. Alors finalement, la Hongrie et la Pologne avaient bloqué ça pendant à peine 2-3 mois, ce qui n'est pas grand-chose en fait, parce que normalement quand les pays bloquent, ils bloquent pour plusieurs années. Et finalement, avait dit très bien, mais on va juste introduire un recours devant la Cour de justice pour savoir si ce règlement est légal ou pas. Et en Donc ils avaient attendant, contesté la conditionnalité des aides. ils avaient contesté ce règlement en particulier. D'accord. Ok. Et du coup, l'accord politique trouvé était que cet règlement ne serait pas activé jusqu'à ce que la Cour de justice donne son verdict. Alors, la Cour de justice, finalement, a donné son verdict le 16 février 2022, une semaine avant la guerre, avant le début de l'agression russe. Et elle a dit que ce règlement était légal, mais elle a rajouté également, si vous voulez, quelques conditions pour l'appliquer. C'est des conditions assez strictes, parce qu'il ne s'agit pas de sanctionner des manquements à l'état de droit, mais seulement des manquements à l'état de droit, c'est un peu technique, mais c'est important, qui porteraient atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Donc ce règlement sert à protéger l'argent de l'Union européenne, pas à sanctionner des supposées violations de l'état de droit. Et donc à partir du 16 février, effectivement, la Cour a rendu son verdict et donc la Commission aurait pu l'appliquer. Après le 16 février, comme vous savez tous, on était encore en campagne électorale ici et surtout, dès le 24 février, il y a eu la guerre a éclaté. Et ça, c'est vraiment un événement majeur. C'est l'événement le plus important qui soit arrivé en Europe depuis 60 ans. Et en plus, en sachant que la Pologne, qui était quand même le suspect numéro 1 en matière d'état de droit, et la Hongrie sont des États frontaliers qui en plus subissent de plein fouet la situation, au niveau des réfugiés, mais également au niveau géopolitique. Surtout la Pologne d'ailleurs. Et donc la Commission n'a rien dit. Le Parlement, lui, poussait de toute sa force. Le Parlement, par exemple, a adopté une résolution le 10 mars, alors que Mariupol était sous les bombes, les chars russes étaient à la frontière. Eh bien, le Parlement européen a quand même trouvé le temps de voter une résolution à une grande majorité pour pousser la Commission à sanctionner la Pologne et la Hongrie, comme si c'était une priorité. J'avoue avoir trouvé cette résolution spécialement malvenue et presque infâme, je dois dire. Et finalement, donc le dernier chapitre, c'est que vous avez eu des élections en Hongrie, que Orban a gagné haut la main, vraiment haut la main, de manière assez inattendue, même pour le parti au pouvoir. Il ne s'attendait pas à une telle victoire. Il y a eu un effet guerre d'Ukraine indéniable. Et la réponse de Bruxelles n'a pas été d'envoyer un petit télégramme de félicitations à Orban, comme normalement l'usage le veut, mais 2 jours après cette victoire, von der Leyen a annoncé effectivement qu'ils allaient lancer pour la première fois cette procédure de conditionnalité. Et qui a été, comme vous l'avez dit dans votre introduction, qui a été confirmée d'un point de vue plus juridique et bureaucratique quelques semaines plus tard. Mais en fait, c'est vraiment, donc les élections ont eu lieu le 3 avril, et bien le 5 avril, Madame von der Leyen au Parlement européen dit oui, nous allons lancer cette procédure. Pourquoi contre la Hongrie? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas contre la Pologne? Pourquoi pas contre d'autres États membres? Il y a quand même beaucoup de questions et de zones grises. J'espère qu'on y reviendra. Et justement, ces sanctions s'ajoutent à d'autres sanctions qui sont déjà effectives. Est-ce que là aussi, vous pouvez reclarifier et préciser si la Hongrie est quand même déjà bien sous le coup de sanctions européennes, c'est ça? Il y en a une grande qui n'est pas vraiment une sanction d'ailleurs, mais qui a des vraies conséquences financières. C'est justement ce fonds Covid duquel j'ai parlé avant. Donc, vous avez reçu en France ce fonds Covid. En Espagne, nous avons reçu ce fonds Covid. Eh bien, il y a 4 pays qui n'ont pas encore reçu. 2 pour des raisons plutôt techniques, dont la Hollande et la Suède, je crois, et 2, sincèrement, pour des raisons que je ne peux pas expliquer. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est la Pologne et la Hongrie. Alors, en ce qui concerne la Hongrie, peut-on parler de sanctions? Non, c'est juste que la Commission refuse de donner l'argent pour l'instant parce qu'elle dit que le plan qu'avait proposé Budapest n'était pas en ordre, etc. Mais là, par contre, on est vraiment en mesure de se poser des questions. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'été dernier, en fait, Madame von der Leyen avait déjà prévu une visite ici à Budapest pour signer ce plan de relance, un plan de relance qui, par ailleurs, avait été négocié pendant des mois et des mois. Donc, elle venait juste ajouter une signature. Mais une semaine avant sa venue, la Hongrie a adopté la loi de protection des mineurs. Une loi qui proscrit donc la promotion de la théorie du genre et de l'homosexualité envers les mineurs. Pas les majeurs, les mineurs, ceux-ci à l'école et dans l'audiovisuel. Et c'est une loi sur laquelle l'Union européenne n'a
pratiquement aucune compétence. C'est-à-dire que ça relève de l'éducation surtout, et en matière d'éducation, l'Union européenne n'a aucune compétence. Vraiment aucune. Regardez l'article 165. Pourtant, ça fait un tollé monumental et tout de suite, dans la foulée, Madame von der Leyen a annulé sa visite à Budapest. Et entre-temps, ces 7 milliards d'euros que l'Union doit à la Hongrie, parce que la Hongrie d'ailleurs s'est quand même endettée comme les autres pays de l'Union européenne pour les obtenir, eh bien, sont encore dans les limbes de la bureaucratie bruxelloise. Et donc voilà la situation. Après, vous parlez d'autres sanctions. Non, il y a eu plusieurs infractions. C'est plutôt des infractions juridiques comme vous en avez dans tous les États membres. Hein. Ça, c'est un peu le b.a.-ba, la routine européenne. Mais des sanctions financières, disons, des vraies, c'était jusqu'à donc ce lancement de la conditionnalité. C'était que depuis juin 2021, la Hongrie attend toujours les 7 milliards d'euros qui lui correspondent selon le fonds de relance. Pourquoi ne l'a pas reçu, on ne sait pas. Il y a deux problèmes qui semblent émerger, en tout cas qui sont vraiment reprochés à la Hongrie. D'une part, les questions des valeurs, donc l'article 2 du traité de l'Union européenne. Vous avez esquissé un élément de réponse. Et aussi la corruption, quand même, c'est quelque chose qui revient souvent dans ces plaintes du Parlement européen. Là aussi, il s'agirait de marchés publics. Est-ce que la corruption existe dans tous les pays, aucun pays n'y échappe. Après, il y a une question de proportion. Est-ce que il y a un réel problème en Hongrie, ou est-ce que vous direz quand même que l'Union européenne se fait des idées sur la corruption en Hongrie? Comment vous répondez à cet argument de la corruption en Hongrie? Alors, oui, pour commencer, je dirais quand même que la corruption est devenue une arme politique dans beaucoup d'États membres et certainement au niveau du Parlement européen. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corruption en général dans l'Union européenne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corruption en Hongrie, mais attention, il faut quand même vraiment nuancer beaucoup de choses. Déjà pour commencer, effectivement, vous l'avez bien dit dans votre question, qu'est-ce qu'on reproche en Hongrie? On lui reproche de la corruption, on lui reproche des manquements à l'état de droit, on lui reproche plutôt des manquements aux valeurs européennes qu'on invoque si souvent. En fait, quand vous regardez les documents du Parlement européen, les rapports, notamment le célébrissime rapport Sargentini, eh bien, le Parlement européen, en fait, à la Hongrie, lui reproche absolument tout. Absolument tout. Y compris, par exemple, des choses extrêmement grotesques. Et par exemple, l'antisémitisme. Moi, j'habite ici en Hongrie, je rencontre souvent des personnes juives et je suis également l'actualité, je regarde les statistiques. Eh bien, le problème de l'antisémitisme ici en Hongrie est pratiquement nul. Vous avez c'est plutôt, pas plus que dans les autres États, c'est ça ce que vous diriez? Non, beaucoup moins. Moi-même. Beaucoup moins occidental, soyons clairs. Beaucoup moins. Il n'y a pas d'agression ici. Ce n'est pas un problème pour quelqu'un de se promener avec une kippa sur la tête. C'est un problème à Paris, c'est absolument pas un problème à Budapest, absolument pas. Au contraire, les juifs se sentent extrêmement soutenus et protégés par le gouvernement. D'ailleurs, il est notoire que le gouvernement Orban était un des plus grands soutiens à Israël en général et à Netanyahou en particulier. Chacun appréciera, mais en tout cas, sur ce point, c'est mal fondé selon vous. Oui. Non, c'est pire que mal fondé, c'est vraiment de la mauvaise foi et même de l'instrumentalisation d'un problème qui est très très sérieux en Europe occidentale et qu'on invoque comme un mantra. Donc, à la limite, j'avoue que ça me fâche. Alors, en ce qui concerne plus concrètement, voilà, donc cette conditionnalité, on l'applique pourquoi? Corruption, état de droit, valeur, et on ne sait pas très bien. Alors, juste pour répondre aussi à votre question sur la corruption, bien sûr qu'il y a de la corruption en Hongrie, comme vous l'avez dit, il y en a partout, et bien sûr qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels il y en a moins. Je pense qu'effectivement, en Hongrie, il y a probablement beaucoup plus de corruption qu'au Danemark ou qu'en Hollande, par exemple. Ne soyons pas non plus dupes. Après, est-ce une corruption à grande échelle? Non. Si ici à Budapest, par exemple, vous faites arrêter par la police et vous avez la mauvaise idée de glisser un billet de 50 € quand vous vous faites contrôler, là c'est la garantie absolue que vous allez passer la nuit au commissariat, par exemple. C'était pas forcément comme ça il y a 30 ans, mais en tout cas ça a radicalement changé. Est-ce que, par exemple, il y a eu des dysfonctionnements au niveau des marchés publics? Ça, c'est effectivement possible, ça a été effectivement le cas. Après, encore une fois, mettons les choses en perspective. La Hongrie, par exemple, est le pays qui exécute le plus de recommandations de l'Agence antifraude de l'Union européenne, OLAF. 67% de ces recommandations sont exécutées par la justice. Alors, il y en a pas mal, c'est vrai, il y en a pas mal. Mais après, quand vous avez le taux d'exécution le plus de l'Union européenne,
vous ne pouvez pas du tout en déduire une corruption endémique, et ça c'est absolument mensonger. Et après, regardez aussi un peu le bilan économique d'Orban. Alors si Orban est réélu comme ça haut la main, c'est pas pour des questions idéologiques de migration ou de loi du genre, de théorie du genre dans les écoles, c'est surtout, et ça personne ne le dit, il a un bilan économique impeccable. Quand il était revenu au pouvoir il y a 12 ans, le pays était à quelques millimètres de la faillite et de l'intervention du FMI. Aujourd'hui, c'est un pays qui a 3,5% de chômage, qui a une dette à 75% malgré la crise, et qui a un taux d'imposition à 15%, dans lequel les gens ont multiplié leur niveau de vie par deux dans les 12 dernières années. Il y a un miracle économique ici, il y a quand même des Orbanomics, pour ainsi dire. Et donc, ceci explique surtout les résultats. Il nous reste une petite minute. Je voulais vraiment qu'on aborde quand même la question des valeurs, l'autre pendant, l'article 2, puisque l'Union européenne quand même semble affirmer que les valeurs s'inscrivent dans le respect de l'état de droit. En tout cas, il faut que l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que du respect des droits de l'homme. Là aussi, on est effectivement peut-être dans quelque chose de subjectif. En une minute, est-ce que vous pourriez dire ce que la Hongrie ne respecterait pas, ou voilà, en quoi ce serait injuste Je ne vois rien justement qu'elle d'irrespectueux. Ma question, c'est est-ce que expliquer la théorie du genre dans les écoles à des gamins de 5 ans, est-ce une valeur européenne? C'est pas écrit dans l'article 2 non plus, non? Et après, cet article 2, d'un point de vue juridique, s'applique que dans le cadre des compétences de l'Union européenne. N'oublions jamais ça. Ici, je crois qu'il faut quand même se poser la question, est-ce que l'Union européenne a tendance, et la Commission et le Parlement en particulier, à aller au-delà de leurs compétences et ainsi violer le traité, parce que l'article 5 du traité est très très clair là-dessus. Le font-ils ou pas? Je crois que c'est vraiment la question. Et après, est-ce que ces valeurs n'ont pas fait l'objet d'une OPA idéologique? Est-ce qu'on a encore le droit de penser de manière différente? Voilà un peu la question qui se pose en Philippe, à mon avis.